à ceux qui nous rejoignent. C'est l'heure de Territoire Sénat avec la revue de l'actualité parlementaire et politique ce matin, Saveria. Bonjour à tous. Pouvoir d'achat, solidarité, écologie, tous ces thèmes seront bien au menu du discours d'Édouard Philippe tout à l'heure à l'Assemblée. Un discours peaufiné jusqu'à la dernière minute avec Emmanuel Macron autour d'un déjeuner tout à l'heure à l'Élysée. Demain, c'est au Sénat que le Premier ministre défendra l'acte 2 du quinquennat. Marche arrière sur l'allongement du délai de recours à l'IVG dans le cadre de l'examen de la loi santé. Un allongement de 2 semaines du délai légal avait été adopté. Mais la droite sénatoriale alliée au gouvernement a fait en sorte de réexaminer la mesure et de la retoquer. Et puis une loi pour combattre l'habitat insalubre après le drame de la rue d'Aubagne à Marseille où 8 personnes sont mortes dans l'effondrement de leur immeuble. Les sénateurs ont voté cette nuit une loi contre l'habitat dangereux. Le texte prévoit une police du logement et des sanctions contre les marchands de sommeil. Je vous le disais en titre, il n'y aura pas d'allongement du délai de recours de l'IVG dans le cadre de la loi santé. Un allongement de 2 semaines du délai légal avait été adopté sur une proposition de la sénatrice socialiste Laurence Rossignol. Mais la droite sénatoriale, alliée au gouvernement, a fait en sorte de réexaminer la mesure et de la retoquer. Explication Alizé Boissin. Une joie de courte durée pour la gauche. La semaine dernière, Laurence Rossignol avait réussi à faire adopter l'allongement de 12 à 14 semaines du délai légal pour l'IVG. Un amendement voté face à un hémicycle désert. Mais fait rare, hier, la majorité sénatoriale, avec l'accord du gouvernement, a demandé un nouveau vote. Et c'est face à un hémicycle plein que l'ancienne ministre des Familles a défendu son amendement. Je ne peux pas laisser dire et entendre ou présupposer que si on allonge les délais d'IVG, après 14, ce sera 16, puis 18, et puis pourquoi pas. C'est mal connaître les femmes. Quand une femme est enceinte, qu'elle ne peut pas garder un enfant, le plus vite elle avorte, le mieux c'est. Ne croyez pas que les femmes vont se dire « Oh, j'ai encore 2 semaines, je vais partir en vacances, et puis après je verrai pour l'IVG parce que les délais sont bons. » Mais le Sénat s'est exprimé contre un rallongement de la durée légale de l'IVG à 205 voix contre 102. Cette deuxième délibération a ravivé un débat bioéthique entre la gauche et la droite, donnant lieu à de vifs échanges. Je ne vais pas intervenir en tant que sénateur, mais en tant que praticien, radiologue, échographiste. J'ai aidé beaucoup de femmes qui étaient dans un projet d'interruption de grossesse. J'étais à côté d'eux, j'ai ressenti leur douleur. À 12 semaines, c'est un embryon qui mesure 6,5 cm de distance crânio-caudale, où l'on ne voit que le bourgeon germinal. À 14 semaines, nous sommes face à un fœtus où nous avons 99% de chances de dépister le sexe. Et là, nous rentrons dans un risque d'eugénisme et de choix de l'enfant. Ce que je viens d'entendre là, dans la parole d'un collègue, certes qui parlait en tant que médecin, me conforte effectivement dans l'idée que si nous relançons le débat, eh bien, ça sera loin d'être gagné pour les pro-IVG que nous sommes. Et je pense qu'un certain nombre aujourd'hui sont capables de remettre en question ce qui est un droit fondamental et qu'au détour de n'importe quelle loi, nous ne laisserons jamais brocarder. Pour la gauche, il y a urgence. Il faut allonger ce délai pour éviter que les femmes françaises prises de court ne partent à l'étranger pratiquer un avortement. Pour la droite comme pour le gouvernement, cette mesure n'a pas sa place dans un projet de loi santé, mais doit être débattue dans un grand texte sur la bioéthique. Pouvoir d'achat, solidarité, écologie, tous ces thèmes seront bien au menu du discours d'Édouard Philippe tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Un discours peaufiné jusqu'à la dernière minute avec Emmanuel Macron autour d'un déjeuner. Ce sera tout à l'heure à l'Élysée. Puis demain, c'est au Sénat que le Premier ministre défendra l'acte 2 du quinquennat. Débat suivi d'un vote. Une procédure destinée à pousser la droite sénatoriale à se positionner vis-à-vis du chef de l'État. Explication Quentin Calmet. Selon l'exécutif, c'est une simple marque de respect pour la Chambre haute. Mais avec le vote de jeudi au Sénat, c'est bien plus qui se joue. Les sénateurs en sont convaincus. Avec cet article 49.4, il y a une manœuvre politique de la part du gouvernement.
Le gouvernement va dire que bien sûr il a une grande considération pour le Sénat. Derrière, on voit bien d'ailleurs dans l'histoire, c'est très rare qu'un gouvernement utilise l'article 49.4, c'est-à-dire qu'il y ait un vote après la déclaration de politique générale, tout simplement parce que là j'imagine qu'il y a peut-être une volonté de vouloir nous diviser ou autre. Selon ces sénateurs LR, Édouard Philippe serait à la manœuvre donc pour profiter de l'affaiblissement actuel des Républicains. C'est clair que c'est un piège, c'est pas pour nous faire plaisir. Je pense que le gouvernement se dit, par les temps qui courent, avec les difficultés de la droite, après les européennes, est-ce qu'on ne peut pas mettre un coin entre les républicains, les centristes, à l'intérieur de chaque groupe, etc. On va dire en tout cas que c'est une façon de nous mettre devant le fait accompli, de savoir si oui ou non on va faire de l'obstruction et être dans l'opposition. Bon, les sénateurs sont déjà plus malins que ça. Et plus ouvert d'esprit. Les sénateurs LR qui auront la liberté de s'abstenir ou de voter contre jeudi, et ce en fonction du contenu du discours d'Édouard Philippe. Mais au Palais du Luxembourg, un autre groupe est particulièrement surveillé, l'allié centriste, membre de la majorité de droite et du centre du Sénat. S'il y a une déclaration de politique générale, j'espère qu'elle aura du contenu et qu'elle nous apportera des éléments de réponse nous permettant de nous positionner entre la confiance ou l'abstention. Des sénateurs centristes qui vont se répartir entre vote contre, abstention et vote pour. Les groupes UC et LR se réuniront une nouvelle fois après le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Voilà, on poursuit cette actualité parlementaire et sénatoriale avec le face-à-face dans un instant. Et tout de suite. Bonjour Rémy Pointreau, vous êtes sénateur LR. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Bonjour Rémy Pointreau, merci d'être avec nous. L'actualité aujourd'hui, on vient de le voir, c'est donc ce grand discours de politique générale qui va donc lancer l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron. Qu'attendez-vous de ce discours du Premier ministre tout à l'heure ? Écoutez, on a l'impression qu'on nous annonce une ère nouvelle. Ça veut dire que l'ère précédente, les résultats n'étaient pas bons. Ça me fait penser un peu à une équipe, un club de foot qui a raté sa saison et qui vient devant ses supporters et ses financeurs pour renouveler leur confiance. C'est un peu un aveu d'échec et ce qu'on attend, on n'a pas d'a priori. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on écoute un peu plus le Sénat, qu'on fasse preuve un peu plus d'humilité. Et c'est vrai que si on avait écouté le Sénat, par exemple, l'année dernière, avant la crise des Gilets jaunes, on n'aurait peut-être pas eu cette crise des Gilets jaunes, parce que le Sénat avait proposé un certain nombre de solutions. Et voilà, on veut de l'écoute davantage de la part du gouvernement. Vous parlez d'écouter le Sénat. Justement, précisément, le Premier ministre sera demain devant les sénateurs, on va en parler. Par contre, j'aimerais revenir, vous parlez d'un aveu d'échec. En quoi est-ce un aveu d'échec de la part du gouvernement, de la part du Premier ministre, de venir s'exprimer devant la représentation nationale ? En quoi est-ce un aveu d'échec ? C'est un aveu d'échec parce qu'on a cette crise quand même qui a perduré pendant plus de 6 mois, que les résultats économiques ne sont pas bons. Que finalement l'emploi, on est toujours en queue de peloton de l'Europe au niveau de l'emploi. Donc il y a un certain nombre d'échecs, effectivement. Édouard Philippe, donc, je le disais, sera demain au Sénat pour un débat suivi d'un vote. C'est une procédure assez rare. Comment vous interprétez justement la venue du Premier ministre ? C'est un geste d'apaisement envers la Chambre haute ? Je pense que c'est plutôt un piège qui nous est tendu au niveau de la majorité sénatoriale. Pourquoi ? Pour essayer peut-être de diviser un petit peu plus notre majorité, mais je pense qu'on ne va pas se prendre à ce jeu, puisqu'on va écouter le Premier ministre. Et puis une fois qu'on l'aura écouté, on verra notre position. Damien Abad, qui est le vice-président de votre parti des Républicains, qui était notre invité à l'instant, appelle à voter contre. Est-ce que vous aussi, quel sera votre vote ? Vous appelez à voter contre ? Je vais écouter les intentions. Je ne vais pas me prononcer avant d'avoir écouté le Premier ministre. Il y a des choses intéressantes, pourquoi pas, mais bon, on verra. Selon les annonces faites sur la réforme, les réformes sur les retraites, les réformes sur les institutions, nous verrons ce qu'il nous dira. Vous attendez demain. Des mots, un geste envers les territoires ? Bien sûr. Je crois qu'il y a un sentiment d'abandon des territoires ruraux qui s'est focalisé avec les Gilets jaunes, mais ça ne date pas d'aujourd'hui non plus. Il ne faut pas se leurrer. Ce que nous attendons, c'est davantage peut-être de moyens, d'action
il y a des actions qui existent déjà pour essayer de sortir des territoires ruraux de ce sentiment d'abandon. Donc, essayons de les mettre en place et de les rendre plus efficaces. Justement, précisément, vous travaillez en ce moment là-dessus. Qu'attendez-vous pour les territoires? Vous travaillez sur ces... Alors, c'est un acronyme un peu bizarre, les ZRR. Ce sont les zones de revitalisation rurale. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Est-ce que ça peut aider les territoires justement à sortir de l'ornière? Les ZRR, c'est un dispositif qui a été mis en place en 1995. Et qui permet, sur un certain nombre de territoires ruraux, de communes, en fonction de critères selon la population, selon la démographie, la population agricole, et puis la richesse aussi du territoire, peuvent bénéficier d'exonérations de charges sociales pour les entreprises, les artisans, mais également ce qu'on appelle les OIG, les EHPAD, les maisons de retraite, les MARPA, ce qui les aide beaucoup pour les emplois. Aider aussi sur l'exonération de cotisations foncières pour les entreprises, exonération de taxes foncières pour les artisans et commerçants, et puis aussi de diminution de l'impôt sur le revenu pour tous les professionnels de santé, ce qui était un élément favorable justement pour faire face à la désertification médicale. Et vous travaillez justement pour améliorer, pour développer ces zones-là? Alors l'objectif, si vous voulez, nous avons aujourd'hui 2 dangers. Le premier danger, c'est que ces ZRR, le gouvernement nous annonce la fin des ZRR en 2020, puisque il y avait un rapport qui a été fait par M. Vigier et Calmette, qui redéfinissait les critères. D'ailleurs, le Cher... on a perdu 106 communes sur 290 sont sorties des ZRR à cause de ces nouveaux critères qui ont été mis en place en 2016. Et le deuxième danger, c'est que le rapport Louvagie des députés, qui a été fait il y a quelques mois, souhaite détricoter complètement les ZRR, voire les supprimer ou mettre le dispositif financier en complément de la DETR. Donc vous comptez vous battre pour les maintenir? On compte se battre pour les maintenir parce que ce sont des petites zones franches pour mettre en place sur des territoires très fragiles. Alors il faut certainement resserrer le dispositif, peut-être qu'il y ait moins de communes, mais en tout cas qu'il soit associé aux communes et non pas aux EPCI, parce que le fait que nous ayons perdu 106 communes sur 290 dans le Cher, c'est parce qu'on ne prenait plus les critères sur la commune, mais sur l'ensemble de la communauté de communes. Donc il y en a beaucoup qui sont sortis de ce critère. C'est-à-dire que 106 communes ne sont plus classées dans ces ZRR, voilà. Ces zones de revitalisation rurale. Voilà, nous voulons vraiment conserver, parce qu'on a déjà fait quelques auditions avec mes collègues Bernard Delcros et Madame Espagnac, puisqu'ils sont de la Commission des Finances et représentent la Commission des Finances. Moi, je représente la Commission d'aménagement du territoire. Et on a fait déjà 3 auditions. Et on voit bien que les associations d'élus, les chefs d'entreprise et les artisans souhaitent que nous continuions ces ZRR, à condition bien sûr de les rendre plus efficaces, à condition qu'on communique davantage sur ce dispositif qui n'est pas connu par tout le monde, et puis aussi parce qu'on a des critères peut-être qui ne sont plus à l'ordre du jour. Donc il faut qu'on modifie les critères. Et Édouard Philippe, le Premier ministre, a annoncé la semaine dernière la création de maisons France Service en milieu rural. C'est en fait des maisons qui vont être destinées, des centres administratifs destinés à proposer un bouquet de services homogènes, la CAF, Pôle emploi, la Poste. Est-ce que ça, c'est une bonne chose aussi? Écoutez, pour désenclaver les territoires ruraux? On réinvente l'eau chaude. Ces maisons de services publics, ça existe depuis 20 ans. Et ça a été mis en place... par le gouvernement Raffarin, puis ensuite par le gouvernement Fillon. Donc ça existe déjà? Ça existe déjà. C'est ce que vous nous dites. Donc, bon, on les appelle par différents noms. Bon, maintenant, ce sont des maisons de... Maison France Service. Maison France Service. Le Premier ministre en annonce 2000. Bon, on fait du recyclage. Mais néanmoins, moi, je vais vous dire une chose. C'est une bonne chose pour désenclaver les... C'est une bonne chose de continuer le dispositif, mais néanmoins, la première maison de service public que nous avons dans chaque commune, c'est pas la mairie. Je pense qu'on a déjà
la mairie qui est là pour faire la première maison de service public dans des petites communes. Très bien, merci. Rémi Poitreau, vous êtes sénateur LR du Cher. Alors, on a appris que parmi les sites sélectionnés pour l'édition de la mission du patrimoine en péril, en 2019, c'est le Berry Républicain, notre partenaire du groupe Centre France, qui nous l'a indiqué. C'est la grange pyramidale de Récy à Vinon qui fait partie de cette liste. Elle date du XVIIe siècle. On cherche 120 000 €. Oui. Vous saviez ça? Oui, je sais. J'ai vu ça ce matin dans Elle est magnifique. Hein, dans les presses. Elle est très belle. Elle est sur le chemin de nous avons des il y en a une autre à Vailly-sur-Saultre, aussi une grange pyramidale. C'est important, ce type d'initiative. C'est tout à fait... qu'a prise le gouvernement. C'est fondamental. Bon, c'est une mission que l'État pourrait assumer, mais finalement, par le biais du loto du patrimoine, ça permet de faire un effet levier et de booster tous ces petits projets qui sont en attente de financement. Merci. Merci beaucoup Rémi LR merci. Du Cher d'avoir été notre invité politique. Voilà, et dans le reste de l'actualité, la crise aux urgences, 3 mois de bras de fer et un conflit qui se durcit et qui s'enlise. 95 services sont aujourd'hui en grève. Au Sénat, la réforme de la santé vient d'être votée. Le texte, cette réforme de la santé, va-t-il permettre d'améliorer la situation aux urgences? Élément de réponse avec Alizé Boissin. La crise s'enlise. Après des mois de mobilisation, 95 services d'urgence sont actuellement en grève. Alors que les sénateurs votent le projet de loi santé, le personnel des hôpitaux dénonce une coquille vide. Du côté de la Commission des affaires sociales, on estime qu'il faut encore être patient pour voir les résultats de ce projet de loi. Il va y répondre, mais pas tout de suite, parce qu'il faut le temps d'organisation. Alors ça répond en amont, mais ça ne répond pas à l'aval, parce que vous savez très bien qu'aux urgences, le problème des lits d'aval est une problématique qu'on n'arrive pas à régler depuis quelques années. Le sénateur Les Républicains René-Paul Savary craint que la situation aux urgences ne perdure, et ce, même avec le projet de loi. C'est l'impression que l'on a, c'est que effectivement, toutes les mesures n'ont pas forcément été prises par rapport à ces difficultés qui datent déjà d'un certain nombre de mois. Et je ne suis pas sûr que si les mesures que nous avons proposées ne sont pas prises en compte, que cette loi santé réglera les problèmes des urgences. Autre problème souligné par l'opposition sénatoriale, l'absence de financement. Cette loi, c'est une loi d'organisation, une loi cadre d'organisation qui ne porte aucune mesure financière. On ne peut pas envisager que notre système de santé soit totalement réformé sans des moyens nouveaux. On ne peut pas imaginer qu'il soit réformé avec des personnels qui aujourd'hui sont en burn-out. Ce n'est pas possible. Après le vote du projet de loi santé, les urgentistes devront attendre l'automne lors du vote sur le financement du système de santé pour peut-être espérer des réponses à leur ras-le-bol. Voilà, place à l'œil 2 maintenant, rubrique habituelle, dans un instant. À tout de suite. Rubrique habituelle, je disais, de décryptage. Bonjour Mireille Wimberg de l'Opinion et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Mireille Wimberg, on va parler avec vous de cette crise aux urgences. On vient de voir un reportage, c'est une crise qui s'enlise et qui se durcit, on le voit de plus en plus chaque jour. Que fait le gouvernement pour justement tenter d'enrayer cette crise ? Eh bien, Agnès Buzyn a réagi, elle a compris l'urgence et elle a annoncé jeudi dernier une série de mesures, notamment salariales, avec des primes. Mais visiblement, ce n'est pas suffisant. Elle annonce une prime... il existe déjà des primes de sécurité pour les personnels d'urgence, mais elles ne sont pas harmonisées, elles ne sont pas à la même hauteur partout. Donc elle, ce qu'elle voudrait, c'est que ce soit 100 € partout en France. Et elle annonce une autre prime de dangerosité. Voilà. Oui, c'est ça, sécurité, dangerosité, vous avez raison. Et la seconde prime, c'est une prime de coopération, mais là, on n'en connaît pas le montant. En fait, l'idée, c'est de dire les médecins vont pouvoir déléguer un certain nombre de tâches aux infirmières, etc. Pour ça, il faut les former. Elles seront rémunérées, donc elles auront un surcroît de rémunération pour ça. Donc, il y a eu ces deux mesures-là. Elle a annoncé aussi de débloquer certains crédits pour rénover les bâtiments, parce que si vous êtes allé aux urgences, vous voyez comme moi que dans certains endroits, c'est la cour des miracles. Et puis, enfin, elle a missionné 2 experts pour un nouveau rapport. Et là, c'est vrai. Alors, les grévistes disent les primes, c'est pas assez. Et les observateurs disent mais un rapport encore. Parce que quand même, la loi santé, elle a été concertée pour le coup. Ça fait longtemps qu'on fait des rapports, des concertations, etc. Donc, on se dit, zut alors, encore un rapport sur les urgences. Et oui, et donc, un rapport qui va arriver en novembre, justement. Donc, certains disent, mais novembre, c'est beaucoup trop tard.
Et justement, le Sénat vient de voter hier, précisément, cette réforme de la santé. Vous parlez d'un nouveau rapport alors qu'on vient de voter une loi et qu'on en a discuté pendant des semaines. Est-ce que, justement, cette réforme de la santé, est-ce que certaines mesures prévues dans cette réforme, dans ce texte, peuvent permettre justement de résoudre cette crise des urgences? Notamment, on le sait, une des mesures phares, c'est la création des hôpitaux de proximité. Est-ce que ça peut permettre de désengorger les urgences? À la limite, j'allais dire, la loi santé, elle est presque faite pour ça, puisque les urgences, c'est vraiment le syndrome de ce qui ne fonctionne pas dans le système de santé. Donc ce qui ne fonctionne pas, c'est tout est fait en silo, il n'y a plus assez de médecins en ville. Comme il n'y a plus de médecins, les gens viennent aux urgences. Donc là, ça vise à réorganiser la médecine de ville. Il n'y a pas assez de médecins, pour qu'ils réussissent à travailler plus correctement, on va les faire travailler ensemble. Enfin, c'est pas plus correctement, c'est sur une plage horaire plus élargie. Des gens qui sont capables d'avoir un rendez-vous chez le médecin ne vont pas aux urgences. Donc c'est absolument nécessaire. Ce qu'elle fait est bien, mais encore une fois, alors c'est à la fois mieux organiser la médecine de ville pour que les gens trouvent des médecins quand ils en ont besoin, les hôpitaux de proximité, c'est désengorger en amont, pardon. C'est désengorger en amont les urgences. C'est ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent. D'ailleurs, jusqu'en ça fonctionne? Oui. Avant les années 2000, la nuit, vous appeliez un médecin. Il y avait des médecins de garde. Les gardes la nuit sont devenus facultatives en 2003, mais avant, les médecins le faisaient. Aujourd'hui, ils sont tenus de faire la permanence des soins, c'est-à-dire aux horaires d'ouverture de leur cabinet, mais à l'époque, ils faisaient des gardes la nuit. Ça, c'est fini, il n'y a plus d'obligation. Mais finalement, c'est pour ça qu'on ne trouve plus en ville, donc on va aux urgences parce que c'est plus simple. S'il y avait des médecins en ville plus nombreux et à des plages horaires plus élargies ou une organisation qui permette de trouver un rendez-vous à un médecin, les gens n'iraient pas aux urgences. Ou beaucoup moins, enfin pas tous. Il y a des gens qui vont aux urgences et c'est parfaitement justifié naturellement. Qu'en est-il de la création des hôpitaux de proximité? Parce qu'il n'y aura pas de service d'urgence à proprement parler dans ces hôpitaux. Il pourrait y en avoir, je crois. Il me semble que ça sera possible. Ça sera à l'ARS, donc le préfet médical local, qui régente un peu toute la politique de santé au niveau du territoire, qui va avec les hôpitaux justement de proximité. Ces hôpitaux-là vont devoir se déclarer pour demander le label hôpitaux de proximité. Donc il va y avoir une négociation avec l'ARS, donc le préfet médical. Et puis là, on décidera est-ce qu'il y a besoin à cet endroit d'un service d'urgence ou pas. Pourquoi? Mais ça sera vraiment au cas par cas. Mais en effet, a priori, il ne devrait pas y en avoir, mais ce sera possible, à la différence des maternités où là, Agnès Buzyn a dit non, je ne veux pas de maternité dans les hôpitaux de proximité. Merci Mireille Weber. On retiendra des mesures positives dans cette réforme de la santé en ce qui concerne mais pas immédiate, hélas. Les urgences. Merci Mireille Weber. Pour cet éclairage. Merci infiniment. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat. Alors bien sûr, à 15h, on en a parlé. Il faudra suivre le grand temps fort de cette journée. C'est la lecture d'une déclaration de politique générale pendant qu'Édouard Philippe fera son discours à l'Assemblée. Au Sénat, c'est François de Rugy qui lira la même déclaration. On nous parle d'un discours d'1 heure, axé bien sûr sur les futures réformes et sur l'écologie. Et puis demain c'est au Sénat qu'Édouard Philippe viendra débattre, un débat suivi d'un vote. Autre temps fort à 16h en séance, l'examen d'une proposition de loi sur la création d'un statut de l'élu communal, alors qu'Emmanuel Macron avait promis une loi justement pour renforcer et revaloriser le statut de l'élu. Le groupe communiste du Sénat a déposé son propre texte qui crée donc un statut de l'élu communal. Et puis enfin, à 17h, un autre texte proposé toujours par le groupe communiste. Une proposition de loi qui vise à lutter contre la précarité énergétique. Le but du texte est d'ériger l'accès à l'énergie en droit fondamental. Merci Saveria pour cette actualité au Sénat. On passe à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. À tout de suite. On démarre avec la une du Télégramme de Brest. C'est la santé ce matin qui nous occupe avec le mal qui est très profond. On vient d'en parler, 3 mois de bras de fer et un conflit qui se durcit et s'enlise. 95 services sont aujourd'hui en grève en France. Les personnels jugent les premières annonces d'Agnès Buzyn, de la ministre de la Santé, insuffisantes. Le mouvement s'est déclenché à la suite de plusieurs agressions du personnel des urgences d'hôpitaux de l'Est parisien. Au cœur des revendications, une hausse des salaires de 300 € net par mois, une augmentation des effectifs et une sécurisation des locaux pour faire face à un afflux toujours très important, plus important de patients. Voilà, c'est Libération Champagne maintenant. L'aube avant l'été, exemple de quoi? De manque de sang. Appel à la mobilisation générale en ce qui concerne le don du sang partout en France. Les ponts du mois de mai ont fait baisser les collectes de l'établissement français du sang. Résultat, eh bien, les réserves ont atteint leur point le plus bas depuis 2011. Des collectes sont organisées un peu partout en France à partir d'aujourd'hui pour remédier justement à cette pénurie.
Merci. À la une du Dauphiné libéré, c'est le déficit des retraites ce matin. Un déficit qui complique tout juste avant la réforme des retraites. Les prévisions sont revues à la baisse. Le déficit du régime du système de retraite sera 2 fois plus important que prévu en 2022. Il devrait atteindre 10 milliards d'euros. Selon le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites, ces nouvelles projections financières compliquent l'équation du gouvernement qui doit présenter en juillet la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Des remboursements de l'homéopathie. La potion est amère pour les dernières nouvelles d'Alsace ce matin. Les DN, journaux du groupe EBRA. C'est un véritable enjeu économique pour l'Alsace où sont implantées 2 grandes marques d'homéopathie, Velleda et Boiron. Velleda qui emploie par exemple 400 personnes à Huningue. Des emplois menacés en cas de déremboursement de l'homéopathie. Les 2 laboratoires vont être auditionnés aujourd'hui par la Haute Autorité de Santé qui, dans un avis provisoire, préconise justement ce déremboursement. C'est bien un verre à vin, mais y a-t-il du vin dans ce verre? La couleur n'est pas déterminable, marron ou rouge. C'est pourquoi Donald Trump menace nos vins. C'est à la une de Sud-Ouest ce matin, évidemment. En tout cas, Donald Trump est connu pour ne pas boire de vin, mais va-t-il ouvrir un nouveau front contre le vin français? Le président américain a laissé entendre qu'il pourrait infliger des taxes douanières supplémentaires pour corriger une concurrence qu'il juge déloyale. Ces commentaires interviennent alors que les États-Unis et l'Union européenne doivent engager des négociations formelles pour trouver un accord commercial. Pour l'heure, Bruxelles ne veut pas inclure le secteur agricole dans un traité. Les États-Unis sont le premier marché en valeur pour les exportations de vin français. Merci Saveria, on se retrouve demain. Au revoir, merci. Très bonne journée à tous. Voilà, la météo des territoires dans un instant de Gilles Mourou, puis le Zap matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est passé chez nos confrères dans les autres matinales d'infos, puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Nous avons peut-être parfois construit des bonnes réponses trop loin de nos concitoyens, ou en considérant qu'il y avait des sachants et des subissants. Et je pense que c'était une erreur fondamentale. Pour moi, ce n'est pas une erreur fondamentale de la part d'Emmanuel Macron. Je pense que cette vision injuste et fataliste des choses, souvent très déshumanisée, au fond, c'est dans l'ADN de ce qu'est la Macronie. Il y a aussi la recherche que le président de la République a profondément annoncée dans la conférence de presse à la sortie du grand débat. Il y a la recherche d'un nouveau modèle de société. Donc un tournant écologique. On nous a dit, vous êtes crédible pour la réduction des déficits publics, vous êtes crédible pour la réduction du chômage, vous êtes crédible pour les questions qui sont celles d'emploi, vous n'êtes pas crédible en revanche pour la transition écologique et pour la résorption de la précarité. Et donc c'est l'enjeu du sujet de demain. On doit remettre la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte pour la biodiversité au cœur du modèle productif. Et donc, il nous faut mener ce combat parce que c'est aussi un combat de justice sociale. Le discours qu'a prononcé le président de la République était un discours fort. Et il faut le dire. Un discours fort qui disait il faut évidemment de fortes régulations pour contrer les dérives du capitalisme et il faut également des politiques adaptées aux situations des personnes, des hommes et des femmes de notre pays, mais aussi en Europe et dans le monde. Il pollue l'air, la terre, la mer, nous répondons référendum. Partout sur nos cahiers d'écoliers, sur les murs de nos villes, sur nos pages internet, nous écrivons ce nom, référendum. C'est une frénésie qui doit saisir la France, référendum. Édouard Philippe sera demain l'un des très rares premiers ministres à pouvoir se vanter d'avoir fait 2 discours de politique générale au cours d'un même quinquennat. Dans la Ve République, ils ne sont que 4. Celui qui dirige votre formation politique a dit qu'il voulait faire des élections européennes un référendum, comme vous dites.
contre le gouvernement et contre le président de la République. Eh bien, je crois, monsieur le député, que les Français ont voté. Je trouve que c'est un homme étonnant. Étonnant parce qu'il arrive d'une famille politique, il a une histoire politique et comme je le disais, il a su la mettre de côté pour aller vers un projet qui le dépassait lui, au service de l'intérêt du pays. On a compris qu'après c'était comme avant. Que cet acte 2 ressemblerait beaucoup à l'acte 1. Je pense que Emmanuel Macron lui marche dessus régulièrement. Je pense qu'il ne prend pas soin de son Premier ministre, contrairement à ce qu'il essaye de faire croire. Il l'envoie faire le sale boulot, il l'envoie au feu régulièrement. Voilà, demain, notre invitée politique, ce sera Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires. Elle sera en direct sur ce plateau. Et puis, tout de suite, c'est la suite de nos programmes. En vous remerciant de votre fidélité et en vous souhaitant une bonne journée. Au revoir à tous, à demain.